Ils promettaient la retraite parfaite, puis certains seniors ont perdu leur maison, leurs économies et jusqu'à leur dignité. Derrière ces investissements tranquilles, une mécanique prédatrice se répétait, mais le détail le plus terrifiant était souvent découvert trop tard. Numéro 12. Pro-revente de multipropriété. Vous entendez enfin les mots que vous attendiez. Un acheteur est prêt à reprendre votre timeshare dont vous ne voulez plus. C'était la promesse de soulagement que Pro Timeshare Resales aurait vendue depuis la Floride, avant que la FTC ne rende son action publique en 2018. Beaucoup de personnes visées étaient des propriétaires plus âgés, déjà coincés par des frais d'entretien annuels. Des téléopérateurs auraient affirmé que les acheteurs étaient déjà alignés, puis demandé des frais à payer d'avance, souvent de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de dollars pour faire avancer la vente. Mais la FTC a allégué qu'il n'y avait en réalité aucun vrai acheteur et que les timeshares n'étaient souvent pas vendus du tout. Si un interlocuteur vous dit que votre sortie est en attente, demandez le nom de l'acheteur, un contrat d'achat signé et une preuve de fonds avant de payer. Sans preuve, pas d'accord. Ensuite, l'APA se transforme en revenu passif bien lissé. Numéro 11. Morris Invest Ocean Point Location, clé en main. En 2019, le rêve de revenu passif s'était transformé en vidéo d'inspection. Et la caméra ne montrait pas un portefeuille immobilier, elle montrait un problème. Au centre de l'affaire, des maisons locatives clés en main vendues par Morris Invest, une société associée à Clayton Morris, ancien présentateur de Fox News, ainsi qu'à des opérateurs liés, souvent cités sous le nom d'Ocean Point Investments. Le discours visait des marchés moins chers, comme Indianapolis dans l'Indiana ou Jacksonville en Floride. On vous promettait d'acheter une maison rénovée, de la louer, puis d'encaisser les loyers à distance, parfois même avec l'argent d'un fonds de retraite. Mais dans des plaintes et des procédures déposées en 2019 et 2020, des investisseurs affirmaient que certaines maisons étaient inachevées, inhabitables, jamais louées ou tout simplement jamais rénovées comme prévu. Ils décrivaient des fenêtres condamnées par des planches, du verre brisé, de la peinture qui s'écaille, des infractions au code du logement et des pertes à 6 chiffres sur plusieurs biens. Clayton Morris a nié toute faute, en affirmant que d'autres s'occupaient des rénovations et des ventes. Mais quand le revenu dépend d'une maison que vous n'avez jamais vue, la distance devient le meilleur atout du vendeur. Et bientôt, le discours quitte les visites immobilières pour se jouer autour d'une table de déjeuner d'affaires. Numéro 10. Anthony V. Slowey, séminaire gratuit, APS, funding pour le déjeuner. Le piège est encore plus troublant quand il se présente avec un café, des brochures et un déjeuner servi à table, dans une salle de banquet, sous les airs rassurants d'un conseil pour la retraite. Le 22 octobre 2009, la SEC, l'autorité américaine des marchés financiers, a annoncé des poursuites contre Anthony V. Slowey et APS Funding. Elle décrivait un montage d'investissement immobilier visant des personnes âgées au moyen de séminaires gratuits avec déjeuner. D'après le dossier, des courtiers liés à OHI, une société de conseil retraite installée à Kenosha dans le Wisconsin, faisaient venir des retraités dans la salle. Environ 90 investisseurs y auraient placé près de 12 millions de dollars. Certains se seraient vus promettre que des ventes immobilières généraient des rendements supérieurs à 50%. Mais selon la SEC, les opérations perdaient de l'argent. Slowey aurait utilisé les fonds des investisseurs pour acheter ses propres biens immobiliers, pendant que d'autres croyaient signer une opportunité solide, presque familiale, autour d'une poignée de main et d'un dossier de clôture. Quand le déjeuner est gratuit mais que l'affaire reste privée, demandez toujours qui paie quand l'histoire s'effondre. Parce que dans la prochaine présentation, la réponse sera encore plus difficile à retrouver. Numéro 9. LifePay Group, Clifton E. Stanley. Et quand tout s'effondre, que reste-t-il si l'argent disparu venait d'investisseurs assez âgés pour avoir 80 ou 90 ans ? Clifton E. Stanley était la figure centrale derrière The LifePay Group, LLC, une opération liée au Texas, présentée comme un mélange de planification de retraite et d'investissement immobilier. Entre 2010 et 2017, elle a attiré des investisseurs âgés venus du Texas et de Louisiane. La SEC est intervenue le 9 avril 2018. Elle affirmait qu'il s'agissait d'un montage de Ponzi de 2,4 millions de dollars, auquel s'ajoutait une fraude d'offres liée à SMDRE, LLC et à d'autres entités pour un montant d'1,4 million de dollars. Aux investisseurs, on vendait des billets à fort rendement avec des promesses pouvant atteindre 36% par an. Selon la SEC, environ 1,3 million de dollars ont servi à financer les dépenses personnelles et le train de vie de Stanley.
Environ 1,1 million de dollars ont été utilisés pour verser des paiements de type Ponzi et près de 100 000 dollars provenaient du trust familial d'une femme âgée. Quand un plan de retraite a besoin de l'argent d'un trust pour continuer à respirer, les documents tirent déjà la sonnette d'alarme. Et le dossier suivant déplace cet avertissement au cœur même de l'immobilier. Numéro 8. Propriété Royal West. À 75 ans, dans le sud de la Floride, une figure familière vous tend un billet à ordre adossé à l'immobilier de Miami. Sûr, stable, garanti par des opérations immobilières avec des rendements annuels de 9 à 16%. Gaston E. Cantan et Teresita Cantan ont vendu cette promesse par l'intermédiaire de Royal West Properties Incorporated. Le 3 mars 2010, la SEC les a accusés dans ce qui aurait été une vaste pyramide de Ponzi de 135 millions de dollars visant des centaines d'investisseurs cubano-américains âgés. L'activité était censée acheter des biens et financer des reventes ultérieures. Mais quand les défauts de paiement sur les prêts hypothécaires ont fragilisé l'entreprise, la mécanique ne s'est pas arrêtée. Votre argent payait les premiers investisseurs. L'argent de votre voisin couvrait les frais. Si un billet a besoin de nouveaux retraités pour continuer à verser, vous ne voyez pas une sécurité, vous voyez un prélèvement. Numéro 7. Mantria Corporation. Pire encore, la salle sent le café, la moquette d'hôtel et l'encre fraîche des brochures qui promettent un avenir plus propre. De l'année 2005 jusqu'à une mesure d'urgence de la SEC en novembre 2009, Mantria a vendu à des investisseurs, dont des seniors et des personnes proches de la retraite, une vision immobilière verte liée à la Pennsylvanie, au Tennessee et à des salles de séminaire dans le Colorado. Troy Wragg, Amanda Knorr et Wade McKelvey mettaient en avant des logements à bilan carbone négatif, du biochar, des énergies renouvelables, des biens en difficulté et une prétendue communauté durable appelée Myrtle Grove. Les procureurs ont évoqué des rendements promis allant jusqu'à 484%, tandis que les séminaires poussaient les gens à vider leur épargne retraite, à utiliser leur carte de crédit au maximum et à contracter une seconde hypothèque. La SEC a affirmé que Mantria était un schéma de Ponzi qui avait levé plus de 54 millions de dollars et un tribunal a ensuite noté que l'illusion du grand projet reposait sur quelques routes et une maison témoin, sur des terrains pratiquement inhabitables. Wragg et Knorr ont été condamnés, McKelvey a fait face à des sanctions pénales et l'avertissement est brutal. Plus le rêve devient vert, plus les dossiers peuvent devenir sombres. Ensuite, le discours passe des maisons témoins au luxe au bord de l'eau et les pertes deviennent plus difficiles à excuser. Numéro 6. K-Club Resorts et Marinas. Vous signez chez le notaire et le chèque revient déguisé en placement sans risque. K-Club vendait des locations de vacances et des unités de condo-hôtel entre environ 2004 et 2008 sur 17 sites dans les Keys de Floride, à Clearwater, à Las Vegas et dans les Caraïbes. Sur papier glacé, on promettait des établissements fatigués, transformés en complexes 5 étoiles, une plus-value immédiate, une valorisation pouvant atteindre 300% et des loyers de leaseback de 15 à 20% versés d'avance. Les unités coûtaient d'environ 300 000 dollars à plus d'1 million de dollars, avec en plus des frais d'adhésion pouvant monter jusqu'à 35 000 dollars. Pour les procureurs fédéraux américains, c'était une pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars, impliquant environ 1400 investisseurs. L'argent des nouveaux acheteurs servait à tenir les anciennes promesses, pendant que des reventes internes fabriquaient une illusion de demande. Quand les revenus arrivent avant même que le resort n'existe, ce n'est pas du rendement, c'est un appât. Numéro 5. Michael Eugene Kelly, Universal Lease. Puis le discours bascule dans un classeur de luxe, très lisse, très séduisant. Suite au Mexique, certificat de propriété, contrat de location avec reprise, revenu garanti. Si quelqu'un vous tend ce dossier, posez une seule question. D'où vient vraiment cet argent ? Les programmes Universal Lease de Michael Eugene Kelly vendaient des parts dans des chambres d'hôtel et des biens de villégiature depuis la fin des années 90 jusqu'à son arrestation en 2006. Plus de 1000 investisseurs, souvent âgés ou à la retraite, y ont placé environ 428 millions de dollars. Sur le papier, tout ressemblait à de la propriété. Les régulateurs ont dit que les revenus n'étaient pas générés comme promis et que l'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les précédents. En septembre 2007, la SEC a inculpé 26 accusés. Un revenu locatif garanti doit bien venir de quelque part. Ici, il venait du virement du prochain épargnant. Numéro foire. DBSI Incorporated. Les brochures montraient des immeubles de bureaux qu'on pouvait photographier, des locataires qu'on pouvait nommer, des biens qu'on pouvait aller voir. Voilà l'appât. DBSI,
pour Diversified Business Services and Investments à Meridian, dans l'Idaho, a été fondé par Douglas L. Swenson et vendait des parts en indivision ainsi que des billets à ordre liés à des propriétés commerciales partout aux États-Unis. Avant son effondrement de 2008, l'entreprise a levé plus d'1 milliard de dollars auprès d'environ 8 000 à 10 000 investisseurs. Beaucoup y ont placé de l'argent de leur IRA, leurs économies de retraite ou le produit de vente immobilière. Les procureurs ont affirmé que DBSI utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour en rémunérer d'anciens, tout en dissimulant des finances en chute libre. Si votre sponsor ne peut pas prouver de vrais loyers, de vraies réserves et de vrais flux de trésorerie, c'est le signal d'alerte. Swenson et d'autres dirigeants ont été condamnés. De vrais immeubles ne rendent pas un faux revenu réel. Numéro 3. Groupe Woodbridge. La brochure semblait impeccable. Mais derrière les belles maisons de luxe et les promesses de revenus réguliers, Robert H. Shapiro et son groupe Woodbridge ont levé environ 1,3 milliard de dollars auprès de plus de 7000 investisseurs entre 2012 et 2017, donc beaucoup de retraités cherchant des revenus immobiliers sans les soubresauts de la bourse. Shapiro disait aux investisseurs que leur argent finançait des prêts accordés à des propriétaires d'immeubles commerciaux, garantis par des biens immobiliers. C'est là qu'il faut repérer le premier signal d'alerte. Si le rendement paraît sûr, demandez qui emprunte, où la garantie est enregistrée et si le prêt existe vraiment en dehors du dossier commercial. Les procureurs et les régulateurs ont dit que ce n'était pas le cas. Ils ont décrit Woodbridge comme une structure de type Ponzi, où l'argent des nouveaux investisseurs servait à rémunérer les anciens et à financer le train de vie de Shapiro. En 2019, il a été condamné à 25 ans de prison. Des documents propres ne remplacent pas une vraie vérification. Numéro 2. Thomas L. Mitchell, chauffeur de bus retraité de Los Angeles. Pire encore, Thomas L. Mitchell n'a même pas eu besoin de chercher des inconnus. Il a trouvé des conducteurs qui venaient tout juste de garer leur bus pour la dernière fois. À Los Angeles, par l'intermédiaire de Mitchell, Porter & Williams Incorporated et d'entités liées dans le dossier à Adivanala AA Investment Trust et Abesrui Incorporated, il a ciblé d'anciens employés de la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority. Le 4 mars 2010, la SEC a stoppé ce qu'elle a qualifié de système de Ponzi de 14,7 millions de dollars visant des retraités de bus à Los Angeles. Plus tard, des éléments du DOJ ont indiqué que Mitchell avait encaissé environ 15 millions de dollars auprès d'environ 150 personnes retraitées en poussant des pensions versées en capital au lieu de rente mensuelle, avec des promesses de rendement annuel de 10 à 15% ou de billets à ordre allant jusqu'à 12,5%. Il a même assuré à au moins une victime que son capital était garanti par le gouvernement des États-Unis pendant que l'argent servait à payer des voitures, des hypothèques, une croisière et des billets pour des événements sportifs. Quand une décision de retraite commence sous pression et se termine en réglant les factures de luxe de quelqu'un d'autre, l'étape suivante devient encore plus personnelle. Numéro 1. Reverse mortgage, vol d'équité par un entrepreneur et un aidant. Tout commence par une couche de peinture fraîche dans le couloir. Puis, peu à peu, c'est la maison entière qui se retrouve en danger. Pour l'exercice budgétaire 2023, l'organisme de contrôle du HUD a signalé plus de 1000 dossiers de fraude liés aux prêts hypothécaires de conversion de valeurs immobilières. Les personnes visées sont des propriétaires de 62 ans ou plus. Le discours change rarement. Empruntez sur la valeur de votre maison, payez les travaux, restez chez vous en vieillissant et le prêt s'occupera du reste. Puis un entrepreneur, un aidant, un proche ou un conseiller financier se place entre vous et l'argent. Les chèques sont détournés. Les réparations n'avancent plus. Le contrôle des fonds passe à quelqu'un qui n'aurait jamais dû toucher à votre patrimoine. Vous, en revanche, restez responsable des taxes foncières, de l'assurance et de l'entretien. Si ces obligations ne sont pas respectées, la procédure de saisie entre dans le dossier. Le prêt n'est pas la fraude. La pression, oui.